une proposition de loi visant à criminaliser l'antisionisme est proposée en ce moment à l'Assemblée nationale, voire même ils ont tenté de faire passer ça Loki en soum soum du jour au lendemain pour tenter de faire ça concrètement dans notre dos. Ce qui s'est passé derrière, c'est que il y a eu une énorme mobilisation de la part de la gauche. Il y a eu des gens qui sont allés dans la rue. Il y a aussi eu une pétition qui a réussi à récupérer plus de 30 000 signatures en 48 heures afin de relancer le débat autour de cette loi. Et on a la loi qui est présentée donc comme étant la loi Yadan, portée par une députée qui s'appelle Caroline Yadan, qui vise donc, comme je le disais, à criminaliser l'antisionisme. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Déjà, voilà, petite contextualisation. On a donc un objectif affiché de la part de cette loi qui servirait soi-disant à lutter contre les nouvelles formes de l'antisémitisme. Et vous allez voir que ça nous pose un peu un problème parce que nous, on va vous expliquer à la fin de la capsule avec Écharpe pourquoi est-ce que notre vision à nous de comment lutter réellement contre l'antisémitisme va littéralement contre cette idée de proposition. Donc, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est non seulement critiquer ce truc autour de criminaliser l'antisionisme, mais on veut aussi un petit peu réussir à quand même avoir un discours sur comment est-ce qu'on fait vraiment pour lutter contre l'antisémitisme. Parce que c'est bien beau de dire que l'antisémitisme, il est instrumentalisé, mais comment est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a comme proposition concrète pour lutter contre l'antisémitisme, tout le monde? Mais d'abord, revenons un petit peu sur qu'est-ce que sont les mesures principales concrètes de cette loi. Déjà, on a l'interdiction d'apologie du terrorisme, ce qui est bizarre et stupide, étant donné que c'est une loi qui existe déjà. Et alors ça, faut remarquer que chez les députés macronistes, c'est un truc qu'ils aiment bien faire. Tenter de faire passer des lois qui existent déjà. Criminaliser des trucs qui sont déjà criminalisés pour donner du poids à leurs lois. C'est quand même bizarre de vouloir rappeler et de vouloir faire une association entre la lutte politique contre l'État d'Israël et le terrorisme. Donc déjà, sur ça, ça commence très mal. Ensuite, on a négation de l'État d'Israël, qui serait donc interdit. Donc ça, c'est pareil, c'est extrêmement flou, c'est juste super bizarre. D'ailleurs, j'ai dit 30 000, mais aujourd'hui, la signature est à plus de 80 000 personnes. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker ça par vous-même. Donc voilà, on a ce truc de négation de l'État d'Israël, ce qui est déjà un peu une dinguerie, parce que désolé, mais non, les gens qui luttent contre le génocide actuel des Palestiniens, c'est passé à 100 000, let's go, ne sont pas dans une négation de l'État d'Israël. On reconnaît quand même tous qu'il y a un État d'Israël qui existe dans la réalité concrète et qui est justement en train de commettre un génocide. Alors que précisément, c'est l'État palestinien qui est nié. En fait, c'est pour ça que derrière ce truc d'accusation de négation de l'État d'Israël, en fait, se cache la négation de l'État de Palestine. Parce que véritablement, personne ici ne nie l'État israélien. On peut éventuellement nier sa légitimité, mais personne ne nie qu'il y a un État israélien, alors que des gens nient l'existence de la Palestine. Ça, par contre, je suis désolé, c'est quand même assez réel. Et finalement, il y a une interdiction aussi qui est donnée de faire des comparatifs entre la Shoah et le génocide palestinien. C'est-à-dire qu'en fait, elle veut littéralement inscrire dans la loi l'idée qu'on n'a pas le droit de faire des parallèles entre des génocides. Ce qui est littéralement une source d'antisémitisme. De justement dire qu'il faut absolument faire un deux poids deux mesures, que c'est pas possible de comparer l'histoire coloniale de l'Occident. Enfin, genre, c'est quand même un peu une dinguerie, quoi. Je veux dire, les gens, ça va quand même faire des années et des années qu'on nous casse les couilles avec George Orwell, et c'est ces gens-là qui nous cassent les couilles avec George Orwell, pour nous proposer, littéralement, de faire un crime de pensée, quasiment. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une folie. L'article en question: le fait pour toute personne qui, sans juger de manière favorable des actes de terrorisme ou leurs auteurs, minore, relativise ou banalise publiquement les dits actes, ou relativise publiquement le danger représenté par les auteurs de ces actes, est puni d'1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. Notez l'usage de relativise ou banalise. C'est trop bien, parce que ça, c'est vraiment excellent pour foutre un flou juridique énorme qui permet de faire des abus par rapport à la loi. C'est vraiment super. Ça, c'est parce qu'on retrouve aussi une autre caractéristique assez spécifique des lois macronistes. Alors, elle a lâché Macron, mais on va revenir là-dessus plus tard. C'est aussi le manque total de professionnalisme et le manque total de... Enfin, ils savent pas écrire des lois, ces gens-là. C'est même pas moi qui le dis, hein, pour le coup, il y a vraiment des gens qui sont spécialistes dans des textes qui disent que, franchement, les macronistes ne savent pas écrire des lois. Genre, ça se voit que c'est pas leur compétence. Mais bref. Derrière, la députée en question, Caroline Yadan, donc, a quand même aussi exprimé dans un article du Point, un petit peu c'est quoi ses volontés derrière cette loi, derrière cette proposition de loi. Donc, ce qu'elle veut, c'est pouvoir interdire des slogans comme From the River to the Sea, comme Free Palestine. Elle veut interdire les gens de dire Free
Palestine. Elle veut qu'il y ait un texte de loi qui vous interdise de dire ça, genre. Elle a cité nommément Rima Hassan comme la cible principale de sa proposition de loi. C'est-à-dire que c'est littéralement une loi qui cherche à criminaliser une parole politique légitime d'une élue de la République. Et elle le dit. Elle le dit nommément, tout le monde. Ça fait vraiment partie de sa volonté de criminaliser le camp d'en face, genre. C'est quand même un peu ouf de s'en battre les couilles à ce point. Et du coup, je propose, moi, genre, le chat, avant que cette loi, elle passe, est-ce que vous pouvez m'envoyer je sais pas moi, un immense tonnerre de drapeaux et de Free Palestine, s'il vous plaît, genre. Profitez-en avant que ça soit littéralement illégal de se positionner contre un putain de génocide, quand même, hein. Et l'histoire va se rappeler de ces gens-là, hein. Et elle veut aussi criminaliser les trolls de Twitter. Concrètement, elle a vraiment dit, genre, qu'elle voulait pouvoir criminaliser les contenus sur les réseaux sociaux, les contenus random, genre. Et là, par contre, genre, elle est un peu complètement conne, quand même, la Russ, hein. C'est pas pour dire, mais... Enfin, genre, même Elon Musk, le mec qui possède littéralement la plateforme, n'a pas réussi à les faire taire. C'est pas toi, Caroline Yadan, qui va, comment dire, empêcher quoi que ce soit. Désolé, mais ça ne marchera pas. Bref, revenons un petit peu quand même sur cette proposition de loi. On a déjà dit, mais évidemment, ça crée des flous juridiques énormes qui permettent clairement d'avoir des abus évidents hein, vis-à-vis de pas mal de monde. Ces histoires de négation de l'État. Enfin, négation d'un État, c'est une notion qui est incohérente, qui n'existe pas dans la loi, qui genre, est un peu inventée spécialement pour pas... Ça marchera pas, quoi. Puis pareil, genre, la loi, elle est quand même relativement inapplicable dans les faits. C'est-à-dire que, bon, si tu veux, Marus, mais tu peux pas vraiment, enfin, aujourd'hui, dans la France de maintenant, vraiment faire taire cette parole contestataire contre le génocide des Palestiniens. Enfin, c'est une loi qui fonctionnera pas. Par contre... elle a un but politique réel et clair et net. Et ce but, c'est de criminaliser, littéralement dans la loi, la France insoumise et surtout Rima Hassan, qui est nommément ciblée par la loi, quoi. C'est quand même... Enfin, pas par la loi, mais par la meuf qui crée la loi. Donc la meuf, alors, par qui est portée cette proposition de loi? On a à peu près 90 députés, donc, que des gens de la majorité, de la droite et de l'extrême droite. Mais il y a quelques soutiens à... gauche, comme Emmanuel Grégoire, Jérôme Gage ou encore François Hollande. D'accord? François Hollande veut vous interdire de dire Free Palestine. Est-ce que c'est pas une raison supplémentaire d'aller le taguer partout en France? Moi, ça me motive, si vous voulez. Ça me motive un peu. Bah après, voilà. C'est François Hollande. S'il a la moindre occasion pour tenter de taper sur la France insoumise, il le fera, tout le monde. Alors à la base, pourquoi j'en parle aujourd'hui? À l'origine, cette loi, elle était prévue pour le 16 ou le 17 avril, mais ils ont tenté de faire un passage en force, encore une fois, hier pour aujourd'hui. Littéralement, les gens. Enfin, pour les gens qui sont avec moi là sur Twitch, pour les gens qui voient la rediff, désolé, je vais essayer de la publier le plus vite possible. Mais là, on est vraiment dans le cœur de l'actualité bouillante. Ils ont essayé de la faire passer en scred, quand même. Littéralement, une des lois les plus objectivement liberticides de l'histoire a tenté d'être passée comme ça, genre en force. Encore une fois, qui aujourd'hui met en danger la démocratie? Est-ce que c'est des gens qui portent un discours politique d'opposition, un discours critique, décolonial, ou est-ce que c'est des gens qui tentent de faire passer des lois en scred pour qu'elles soient votées par le moins de personnes possible dans l'objectif de criminaliser la parole du camp d'en face? Oui, YouTube, on est le 2 avril, hein, si vous savez pas du coup. Donc, on a eu une mobilisation massive de la gauche et les gens, il va falloir qu'on tienne le coup. Parce que là, du coup, on part dans un rapport de force hyper important entre nous et l'État autour de notre capacité à pouvoir lutter politiquement contre un fucking génocide. Donc là, le chat, il n'y a pas d'histoire de je sais pas quoi, fatigue, je sais pas quoi. On se mobilise. Essayez de mobiliser d'autres gens. Faites de la veille. Soyez agressifs, les gens. Là, c'est le moment où jamais de se mobiliser. On a littéralement une loi qui tente de nous empêcher d'avoir du discours sur ce qui se passe, alors qu'on est déjà impuissant. C'est-à-dire que le discours qu'on a, c'est déjà pas suffisant, c'est déjà pas assez, c'est déjà que des mots. C'est que des mots de merde qu'on essaye de donner du sens pour tenter de rationaliser la situation et de trouver des portes de sortie politiquement. Et eux, ils veulent même nous enlever ça. On veut même nous enlever nos mots.
Tout ce qu'on veut, c'est être humaniste. C'est quand même pas trop demandé, quoi, de se positionner, genre, je sais pas moi, genre là on est même pas en train d'être en mode le marxisme réel, je sais pas quoi, les putains de droits de l'homme. Les putains de droits de l'homme. C'est quand même la base. Même la droite est censée être d'accord avec ça normalement. Et vous voulez qu'on nous enlève le peu de choses qu'on a? C'est quoi la prochaine étape? Nous forcer à acheter du Coca-Cola et à aller à Carrefour? Genre comment c'est dans sa tête à cette meuf? On est déjà tellement impuissant face à la situation en Palestine. Ça fait déjà genre, j'ai commencé littéralement ma carrière de streameuse en plein dedans et je me sens impuissante tous les jours de la semaine. Ça me rend folle. Et elle essaye de faire en sorte que le peu qu'on a le droit de faire puisse nous foutre en prison. Je suis désolé les gens. Ça me rend folle. Ça me rend complètement zazine. Genre attendez, parce que, en vrai de vrai, des positions politiques qui sont interdites en France, il en existe certaines. On n'a pas le droit, par exemple, de faire l'apologie du nazisme. Et du coup, cette meuf, avec sa loi, symboliquement parlant, ce qu'elle essaye de faire, et d'ailleurs c'est ce qu'essayent de faire tous les médias depuis maintenant 3 ans, c'est d'essayer de mettre sur un pied d'égalité les nazis antisémites de 39-45 avec la gauche. Ils essaient de nous mettre sur le même putain de plan, alors que le parti politique qui est l'héritier historique de ce camp politique-là, c'est le Rassemblement National. Les gens qui veulent faire passer cette loi de merde. Quand même, hein. Parce que c'est des colons mentaux. Donc dès qu'ils voient une colonie, ils sont trop heureux. Et puis pareil, pour eux, virer les Juifs de France, ça leur parle. Parce que là, sur le plan du rapport de force à l'Assemblée, on est en minorité, les gens. Là, il y a majorité, macroniste, une partie du PS, la droite et l'extrême droite contre nous. Alors que je suis même pas sûr que cette loi, elle soit constitutionnelle. Évidemment, c'est pas la première fois qu'on a des tentatives de censure comme ça qui se sont faites. Genre, par exemple, ils ont fait passer des trucs d'apologie en délit plutôt qu'en crime, histoire que ce soit plus facile de porter plainte contre des gens qui... Moi, c'est ce qui est arrivé au délit d'apologie du terrorisme. Enfin, qui à la base était plus... considéré comme étant plus grave. Ils ont rendu l'apologie du terrorisme moins grave dans la loi pour pouvoir plus facilement porter plainte et condamner des gens sur ça. Vous vous rendez compte quand même du niveau de filouterie de ces gens-là? C'est quand même une folie. Maintenant, si ça vous dérange pas, j'aimerais qu'on se concentre 2 secondes sur Caroline Yadan. Parce que voilà, c'est une proposition de loi, certes, donc on pourrait la juger sans parler forcément de la meuf qui la porte, mais il s'avère que Caroline, elle incarne très bien cette loi. Elle incarne très bien dans ses positions, dans son parcours politique, dans ce qu'elle a fait dans sa carrière, la proposition de loi. Donc si vous voulez, on va s'arrêter un petit peu sur elle. Évidemment pas dans un objectif, les gens de Ars. Alors, petit parcours de Caro. Elle est passée par la LICRA. Elle a été au pôle antisémitisme de la LICRA, donc. Ensuite, elle a travaillé auprès de la fameuse Marlène Schiappa, hein, donc voilà, encore une femme politique de haute volée, toujours sur des questions qui ont trait à ces trucs-là, donc à savoir notamment la laïcité, qui bien évidemment est aussi une des obsessions de Marlène Schiappa. Elle devient députée, en gros, elle a remplacé un ref qui était devenu ministre, et elle a été réélue à la suite de Maher Habib. Voilà. Elle est également présidente de l'association Amitié France-Israël. Rien que ça, voilà, donc on la félicite. C'est un très joli parcours de colon mental. Finalement, du coup, elle est co-rapporteuse avec Julia Odoul, du coup, du RN, sur une proposition restrictive sur les pratiques religieuses. Parce que si vous ne vous en rappelez pas, de la shitstorm qu'il y a eu autour des femmes voilées et du sport, de l'interdiction pour des femmes voilées de faire du basketball, c'était déjà cette meuf. Donc je pense qu'on peut dire qu'elle a peut-être des biais un peu racistes, étant donné que pour elle, le voile, quand tu fais du basketball, est un problème de laïcité. Voilà, elle est complètement folle. Elle a rien compris à ça voulait dire quoi la laïcité, enfin genre vraiment c'est bizarre quoi. Elle est complètement islamophobe, tout le monde. Il faut qu'on se mette bien d'accord sur ça, genre elle a déjà tenu des postures islamophobes, elle essaie de criminaliser littéralement des pratiques religieuses, c'est déjà quelqu'un qui a un peu un problème contre l'islam. Ensuite, donc alors en termes de son positionnement historique, ça a toujours été une énorme sioniste. Elle a toujours été pro-Israël, ça a toujours été une de ses lines principales, ça a toujours fait partie de son ADN politique à cette meuf. Alors, aujourd'hui, je vous l'ai déjà dit, elle n'est plus macroniste. Elle a rompu avec le camp macroniste. À votre avis, pourquoi? Interrogation le chat. À quel moment est-ce que cette meuf aurait bien pu rompre avec le macronisme? J'attends, proposer des choses. Oh, premier coup.
Exactement, oui. Quand Macron a proposé, parce qu'il a pas vraiment fait jusqu'au bout, de reconnaître la Palestine, c'est là qu'elle a lâché Macron. Et qu'elle a décidé de dire non, non, Macron n'est que l'idiot utile du Hamas, elle a dit. Bon bah écoute, dire que pour elle, Macron est trop pro-pal. Parce qu'à un moment donné, il a dit que bon, peut-être que continuer à livrer des armes, peut-être un peu compliqué quoi, concrètement. Ensuite, elle s'est déjà fait connaître aussi par le passé, à d'autres moments de son histoire politique. Elle a accusé un journaliste du Monde, Le Monde, hein, de propager la haine des Juifs parce qu'il a fait son travail. Des reportages sur Gaza. C'est-à-dire que la meuf, elle allait casser les couilles. Elle a genre accusé, je crois qu'elle a même porté plainte contre un journaliste du Monde, genre vraiment le journal du centre, parce que il a fait des reportages, juste des reportages sur la situation à Gaza. C'est-à-dire que elle, quand elle voit un journaliste qui fait son travail et qui ramène des actes abjects qui ont lieu genre vraiment pas très loin d'ici, que le mec juste documente ça. Et c'est un documentaliste du Monde en plus. On n'est pas sur Mao, quoi. Genre, c'est pas le marxisme, le Monde, hein, quand même. Genre, je suis désolé, hein. Pour faire dire que ce que lui racontait, c'est ce qui nourrissait la haine des Juifs. Peut-être que c'est plus la situation en tant que telle et la situation à Gaza qui risque éventuellement de créer Bon, bref, on va revenir là-dessus plus tard, Ça pour dire, c'est quand même un peu une grosse dinguerie. Oui, puis ensuite, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle a été très, très en colère à cause de Macron. Qui a dit qu'il fallait réduire les livraisons d'armes en Israël, voilà. Ça, vous voyez quelque chose qui met cette meuf vraiment très, 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 très en colère. Nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Tu vois, genre, on a des différends avec Macron. C'est vrai. Mais, objectivement, c'est quand même... Enfin... C'est quand même... Ça va, c'est clean, quoi. Il a dit, genre, on a demandé un cessez-le-feu qui n'est pas respecté. On va être cohérent, on va pas continuer à leur livrer des armes alors qu'on demande un cessez-le-feu. On va pas vendre la mort quand on dit qu'il faut l'arrêter. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. C'est même pas une hot take, genre en mode, il faut arrêter le génocide, hein. C'est juste, on a une posture internationale qui vise à demander un cessez-le-feu. Faut qu'on arrête de livrer des armes. Il a juste dit ça. C'est quand même pas grand-chose. Et ça, les gens, si vous posez la question, c'était le 7 octobre 2024. Elle a aussi, alors ça, par contre, vous allez voir, c'est un peu rigolo. Elle a aussi décidé de lancer une campagne de fake news, littéralement, contre Amnesty International. J'ai juré. Blast a écrit un article là-dessus, où en gros, elle a manipulé les faits pour salir Amnesty International. Elle a décidé de dire il y a un rapport qui se résume qu'en 2 mots, manipulation et omission. Elle a dit que c'était un pauvre truc qui faisait que quelques caractères, alors qu'en vérité, c'était un rapport qui faisait plus de 300 pages. Et elle a littéralement fait des fake news par rapport à ça. Notamment, elle a dit que Amnesty International ne se positionnait pas pour défendre Ghulam Sansal, qui a été arrêté et emprisonné en Algérie parce qu'il avait juste eu des takes qui n'ont pas plu au gouvernement algérien, ce qui est faux. Genre, Amnesty International, elle a dénoncé ce truc-là. Complètement con. Genre, vraiment, c'est juste de la supercherie et de la fake news. Cette meuf, elle a décidé de genre lancer une vraie grosse campagne, ouais, d'instrumentalisation des faits pour tenter de faire passer Amnesty International pour littéralement des soldats du Hamas, quoi. Ce qui est d'autant plus drôle que, du coup, elle dénonce ce qui s'est passé en Algérie avec Ghulam Sansal et elle propose de faire pareil en France, juste sur un autre sujet. C'est-à-dire que la meuf ne se rend pas compte même que dans la façon dont elle porte son discours, elle est incohérente. C'est-à-dire qu'elle est en mode, il faut absolument laisser la liberté d'expression à ce mec, soit avec lequel on peut être d'accord, tu vois. Par contre, si c'est n'importe qui en France qui dit Free Palestine, 5 ans de prison. Genre, ça va, Maros? Est-ce que tu te sens bien? Parce que, genre, là, c'est vraiment très incohérent, quand même. Du genre, tu peux pas à la fois dire que, genre, il y a des problèmes de liberté d'expression en Algérie et en même temps vouloir interdire des slogans de manif. C'est quand même un peu particulier, si je puis me permettre. Ah oui, alors là, la plus grosse dinguerie, les gens. Vous voulez voir le moment où... Vous vous rappelez quand je vous dis qu'elle était super raciste, qu'elle a essayé de faire passer une loi sur le voile dans le sport, tous ces trucs-là? Vous voulez voir le moment, son racisme crasse et sa défense aveugle de l'État génocidaire d'Israël se mélangent pour faire une proposition d'un niveau de connerie
que vous n'avez jamais vu. Veut que lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. Voilà, elle veut que pour les demandes de naturalisation, il faille signer un papier, genre, pour reconnaître l'État d'Israël. C'est ouf. L'obsession... Quel rapport? Aucun, d'accord? Juste, c'est des Arabes qui veulent être naturalisés, et en fait, genre... Voilà. La forceuse. Non mais oui. Je veux dire, là, la meuf, elle est quand même à un niveau... Genre, c'est plus de la pisse qu'elle a dans le cerveau, c'est de la merde. Désolé. C'est du caca qui coule par ses oreilles à cette nana. C'est un peu ouf comme proposition de devoir forcer des gens qui veulent être naturalisés français de devoir signer un papier qui reconnaît l'État d'Israël, genre. D'autant plus qu'encore une fois, personne ne nie que l'État d'Israël existe. Hein. On rappelle encore une fois que ça, c'est un élément de langage du camp sioniste. Hein. Bref, voilà, petit aperçu de cette meuf. Vous comprenez un peu mieux, je pense, quand je dis que elle incarne très bien sa propre proposition de loi. Un peu comme Macron avec les lois Macron 1 et 2, hein, qui représentaient déjà très bien le personnage. Bah, je trouve que Yadan incarne très bien en tant que personne la loi Yadan. Donc bon, on va revenir quand même un petit peu sur quelques bases, tout le monde, si jamais c'est pas encore tout à fait clair, sur pourquoi est-ce que, évidemment, à gauche, on s'oppose à ça, mais la vérité c'est que, désolé de le dire, mais même à droite, on devrait s'opposer à ça, quoi. C'est pas eux le code de la liberté, à la base. Voilà quand même, petit rappel, genre, c'est une atteinte évidente à la liberté d'expression. On parle encore une fois de dénoncer une situation dans laquelle les droits de l'homme ne sont pas respectés. Enfin, c'est quand même, genre, encore une fois, c'est quand même, normalement, un lieu commun où on est tous d'accord, les droits de l'homme. Évidemment, c'est aussi une atteinte, pas seulement à nous, en tant que personnes, les médias, les personnes qui sont sur Twitter, ce genre de choses, c'est aussi une attaque contre l'université, et donc contre la recherche académique, et donc, in fine, aussi contre le journalisme. Ce qui est, quand même, hyper grave. Elle tente également, donc, de censurer, comme on l'a dit, un parti tout entier. C'est-à-dire que non seulement sa loi vise spécifiquement Rima Hassan, mais en plus, genre, on a déjà vu, du coup, par exemple, le fait que elle a été applaudie par le RN parce qu'elle a accusé la France Insoumise d'être le parti de la haine du juif. Et donc, elle s'est fait applaudir par les descendants de Pétain, les descendants idéologiques de Philippe Pétain, genre, quand même. Ça a quand même, mine de rien, mis un peu mal à l'aise tout le monde, y compris les macronistes, hein, parce que c'est quand même assez ouf. Elle a également essayé de censurer des syndicats, qui, je le rappelle, sont également en première ligne quand il s'agit aussi de faire des mobilisations pour la Palestine à plein de moments, quand même. Force à eux, vous êtes du bon côté de l'histoire. De toute façon, toutes les gens que cette meuf tente d'attaquer sont clairement du bon côté de l'histoire, j'ai envie de dire. Donc c'est très littéralement de la répression politique. Très littéralement. C'est texto de la répression politique. L'objectif, c'est de pouvoir porter plainte contre les mouvements pro-palestiniens, pour pouvoir porter plainte contre toute parole politique qui dénonce un littéral génocide. C'est ultra grave de vouloir interdire ça littéralement dans la loi. Là, je me confirme que le cannabis retrouvé dans le sac de Rivassa du CBD, oui, mais il y a aussi de la drogue de synthèse. Attention, mais ça, on en parlera plus tard. Évidemment, pourquoi c'est dangereux, ce genre de truc? Parce que d'assimiler les critiques politiques, qui sont des critiques raisonnables. Genre, moi, je suis contre la mort des enfants, par exemple. Tu vois. Est-ce que c'est censé être choquant d'être contre la mort d'enfants? Je dis exprès enfants. Moi, je suis contre la mort de tout le monde. Hein. C'est-à-dire que pour moi, c'est grave aussi d'aller tuer des hommes adultes. Même si, est-ce qu'il en reste encore tant que ça des hommes adultes en Palestine, c'est encore un autre problème. Et donc, d'assimiler ça à de l'antisémitisme, c'est un amalgame qui est très grave. Enfin, on en a déjà parlé moult fois sur cette chaîne, mais c'est ce qui va créer de l'antisémitisme, en fait. Genre, en plus, ça s'appuie vraiment sur ce que plein d'antisémites ont déjà dans la tête. À savoir que, il y aurait une force d'un lobby secret qui je sais pas quoi... Enfin, faites bellec à ça, quoi. Évidemment, ce projet de loi, et ça, on n'en a pas parlé encore, et j'ai pas entendu grand monde en parler, mais c'est aussi, évidemment, une atteinte énorme à tous les juifs antisionistes. C'est littéralement des gens qui, de par leur lecture des textes, de par leur foi en la Bible, sont antisionistes, sont contre le projet sioniste. Parce que juifs, ça va les criminaliser eux aussi, genre. C'est-à-dire que même si on essaye d'oublier que ça va toucher aussi des militants, que ça va toucher plein de gens, que ça va spécifiquement en plus toucher des militants racisés, hein. Parce que, désolé, mais pour le coup... il y a déjà en France un mood
cringe et bizarre autour du fait que soi-disant tous les Arabes sont antisémites. C'est évidemment que ça va jouer contre eux, mais ça va aussi jouer contre les Juifs antisionistes en fait au bout d'un moment. Stop! Il y a littéralement Echarp qui est en train de faire une série de vidéos sur ça, sur le fait que c'est des gens, ils existent, ils sont là, ils sont en lutte tous les jours. Genre, en fait, la meuf, elle se rend pas compte que, avec sa loi, elle risque de foutre en prison des membres de Tzedek, qui est quand même, aujourd'hui, désolé, mais l'assaut politique qui représente les les juifs anti-sionistes, quoi. Quand même. C'est-à-dire que le miss shot est assez ouf. D'autant plus que voilà, d'assimiler sionisme et judéité, c'est comment dire, si vous voulez, c'est même un manque de respect vis-à-vis de ce qu'est le judaïsme. Je veux dire, quand même, au bout d'un moment, tenter de faire cet amalgame, c'est aussi pas mal antisémite, quoi. Genre, désolé, mais le judaïsme, c'est une religion plurimillénaire. C'est quand même genre une des plus vieilles religions encore aujourd'hui pratiquées à cette échelle-là, quand même. Il y a une diversité culturelle des juifs qui est absolument monstrueuse. Et ils sont certainement pas tous d'accord entre eux, quand même. Alors que le sionisme, c'est une idéologie qui a moins de 150 ans, qui s'est construite quand même sur le colonialisme et les 2 guerres mondiales, ce qui est pas rien, qui est justifié par un génocide, en réponse à un génocide, et qui correspond quasiment trait pour trait à un des plans qu'avait eu, genre, désolé, mais Adolf Hitler. Hein. Adolf Hitler, à la base, il voulait foutre tous les juifs en Madagascar. Hein. C'était un peu le même projet. C'est quand même pas rien. Joli palmarès aussi de la part du sionisme, voilà, qu'on peut quand même... Enfin, il y a quand même quelques mots associés au sionisme qui font un peu chier. Genre la Nakba, c'est quand même un gros sujet. Le fait que, du coup, il y a une diaspora palestinienne qui a émergé de ce moment-là, quand même. La Nakba, c'est quand même le moment où t'as énormément de juifs qui ont dû quitter... Enfin, de palestiniens qui ont dû partir de Palestine. Ça a quand même été un moment très violent pour beaucoup de gens. Il y a évidemment donc un génocide reconnu par les institutions internationales qui est en cours. Il y a la colonisation, où, bah écoutez, il y a 50 ans, on était moins frileux sur parler de colonisation. À l'époque, c'était une évidence. Maintenant qu'il y a des mouvements décoloniaux qui viennent critiquer ça, on essaie de faire croire que ça l'est pas, mais ça a toujours été évident pour tout le monde. Et ben, en fait, quand on regarde aussi les lois qui étaient adoptées en Israël, on peut parler aussi, texto, trait pour trait, sans avoir une analyse, voilà, spécialement gauchiste, d'un état d'apartheid. Voilà. Joli palmarès côté sionisme. Enfin, désolé qu'il y ait certains juifs qui veulent pas associer leur religion et aussi leur identité culturelle à ça. Moi je peux l'entendre, je capte, si vous voulez. Évidemment, dans les raisons qu'il faut qu'on s'y oppose, il y a le fait que ça va provoquer des dérives juridiques, ça je suis déjà beaucoup revenu là-dessus. Ça aura des effets très concrets, hein. C'est-à-dire qu'au-delà même des gens qui vont finir au tribunal à cause de ces histoires, voilà, ça, il y a un ministre des colonies en Israël. C'est genre, on a le droit de dire que c'est des colons, enfin, eux-mêmes le disent, que c'est des colons. C'est bizarre de vouloir nous interdire à nous de dire que c'est des colons, alors que les Israéliens eux-mêmes se reconnaissent comme tels. C'est-à-dire, eux-mêmes se vantent d'avoir fait fleurir le désert. Donc oui, il y aura évidemment une censure généralisée qui va être liée au fait que plein de gens vont finir devant les tribunaux face à cette histoire. Mais on va évidemment avoir énormément d'autocensure, tout le monde. À commencer par des gens comme moi. Hein. Est-ce que je vais devoir enlever ça de mon décor? Est-ce que je vais devoir arrêter de faire des sujets qui parlent de ce qui se passe en Israël? Comment ça se passe, au juste? Genre, moi, face à ce genre de loi, comment je me positionne? Non, la loi, ils ont essayé de la faire passer en force ce matin, mais elle va être, du coup, grâce à la mobilisation de gauche, ça a été reporté, du coup, à la moitié du mois. Et c'est aussi pour ça que je fais cette capsule. Tout le monde, je le rappelle encore, moi, mon objectif, là, c'est de vous mobiliser. Là, il faut qu'on ait un rapport de force. Faut pas que cette loi, elle passe. Genre là, c'est grave. Et donc, évidemment, ça met aussi en danger tous les juifs français qui, du coup, se retrouvent assimilés de force à un état génocidaire. Et donc, pour parler un peu plus en détail de tout ça, tout le monde, je vous propose d'inviter Echarp sur ce stream. Parce qu'elle sera plus précise que moi sur pas mal de choses. Notamment sur le contexte de la loi, qui, en vérité, sort en plein milieu d'une fête juive que je ne connaissais pas. Et donc, elle va vous en parler un peu plus en détail. Elle va aussi revenir un petit peu sur un témoignage personnel. Et ensuite, on va discuter donc de comment est-ce qu'on devrait lutter concrètement et correctement contre l'antisémitisme, la vérité. Comment est-ce qu'on devrait faire ça sérieusement? Allô, allô. Salut Echarp. Tout le monde dit bonjour à Echarp. Je veux dans Bonjour. le chat un mur de Free Palestine et de un truc cool sur Echarp, débrouillez-vous. Allez-y, improvisez. Bonjour, bonjour tout le monde. Ah, quelle belle journée. C'est super journée aujourd'hui pour ouais. l'antisionisme. Ah, on kiffe, hein. On kiffe. Parce que du coup, on n'est pas encore revenu sur ce qui se passe en ce moment avec Rima Hassan. Je pense qu'on va en parler en toute fin de capsule. Parce que bien c'est sûr. évidemment une tentative supplémentaire de criminaliser la parole palestinienne. Enfin, c'est évidemment politique, quoi. Mais du coup, tu voulais nous parler Moi, il y a un autre truc que je voulais dire peut-être en toute fin de capsule, c'est que j'ai eu des updates. Je peux en parler sur les flottis qui vont partir bientôt.
Ah, Pour Gaza. bah écoute, on va en reparler. Et du coup, toi, tu voulais nous parler un peu de... Je vais mal le prononcer. Pessa. Vas-y, Pessar. Exactement. Ok. Exactement. Bonjour tout le monde. Alors, pour les gens qui ne me connaissent pas, bonjour, moi c'est Sharp. Je suis antisioniste, mais je suis surtout une juive antisioniste. Je suis juive pratiquante. Je suis croyante, très croyante. J'ai ma spiritualité et je travaille beaucoup les questions de judéité. Et si vous ne le saviez pas, en ce moment, c'est la fête de Pessah. Pessah, c'est quoi? Pessah, c'est en gros Pâques chez les Juifs. Alors, on ne commémore pas la même chose que les chrétiens. Les chrétiens, ils commémorent la fin du carême, qui est leur jeûne à eux, c'est leur ramadan des chrétiens. Nous, ce qu'on commémore à Pessah, c'est la fuite des Hébreux d'Égypte pour éviter la vie en esclavage. Ça vous dit peut-être quelque chose? Peut-être vous avez vu Le Prince d'Égypte, qui était un Disney, il me semble? Ou un DreamWorks, je sais plus. Oui, bah, genre, je crois qu'on connaît un peu cette histoire-là quand même chez les Juifs. C'est quand même... Voilà. C'est quand même assez consubstantiel. C'est peut-être l'histoire la plus connue. Et Pessah, c'est tous les ans, il y a 9 jours où on célèbre du coup la mémoire de cet exode pendant 9 jours avec plein de trucs. On boit du vin, Alors- on mange du pain qui n'a pas levé pour commémorer le départ en catastrophe sans avoir le temps de cuire le pain. C'est le truc avec Moïse qui s'est par la mer Rouge. Exactement. C'est exactement ça. Et le plus important à Pessah, c'est une fête où on se souvient de la souffrance du peuple juif. On raconte ces histoires, on mange des herbes amères en les trempant dans de l'eau salée pour se rappeler les larmes et la souffrance. Ouais, c'est pas la plus fun des fêtes. Hein. Comme les Pokémon. Mais c'est vraiment une fête... Des Pokémon, quoi? Ouais, les Pokémon, quand tu veux leur filer autre chose que des potions, tu peux leur filer des objets amers à manger qui récupèrent des PV. Ah, je savais pas. Je joue pas à Pokémon, je t'avoue. Après, il faut dire que c'est quand même une ref assez précise dans Pokémon. Je crois que je sais pas si tout le monde l'a. Donc Pessah, c'est une fête où on se souvient, où on se remémore ce que c'était que de vivre en esclavage sous Pharaon, et on se remémore surtout notre libération. Pessah, c'est une fête de libération, c'est quitter la servitude pour un avenir incertain. C'est un éloge du risque, c'est un éloge de la révolte, de ne pas se laisser faire, d'entrer en résistance, de ne pas être complice. C'est une fête qui est, par définition, décoloniale. Et du Anti-impérialiste, coup, ouais. pendant cette fête, anti-impérialiste, décoloniale, et du coup, pendant cette fête, sortir une loi qui criminalise tout ce qui est anticolonial dans le cadre de la culture juive, le judaïsme décolonial, c'est le judaïsme antisioniste, c'est un crachat au visage de Pessah. C'est une insulte à nos mémoires. C'est pour ça que c'est aussi choquant que ça arrive maintenant. Et ça les gênait pas d'instrumentaliser les fêtes juives quand pour je crois que c'est la flottille de cet automne qui était arrivée au large de Gaza et qui avait réussi à forcer le blocus. Ils avaient dit oui, ils font ça pendant Yom Kippour, avant de se reposer, c'est terrible, c'est antisémite, ils en font exprès parce qu'ils sont antisémites. Là, ils votent, ils décident de lancer des lois liberticides, coloniales, pendant Pessah, ça ne les dérange pas. Israël n'est pas un État qui est basé sur la Torah, c'est un État qui est basé sur le suprémacisme blanc, qui prend le folklore juif comme excuse. Comme c'est ce que fait tout le temps l'extrême droite. Alors, les gens qui sont soi-disant pro-chrétiens Exactement. aujourd'hui pour des raisons identitaires en ont rien à foutre du Saint-Esprit. Ils sont surtout là pour des questions identitaires. C'est pas d'un coup, genre du jour au lendemain, tout le monde est devenu catholique. Hein. C'est tout le monde du jour au lendemain a déclaré qu'il était pro-catholique dans un objectif identitaire blanc. Genre, c'est pareil en Israël en vrai. C'est ça. Et Pessah, c'est justement la commémoration des sacrifices qu'on a endurés pour être un peuple libre. Et les sacrifices endurés pour être un peuple libre, dans le cas de la Palestine, empêcher de dire de la mer au Jourdain, c'est pas trop dans la bière. Pessah, c'est une fête qui est tournée vers l'avenir, c'est pas une fête du passé, parce que du coup on parle beaucoup du passé, nous les juifs, parce qu'on a tendance à être un peu des radoteurs, mais on est tourné vers l'avenir, vers la transmission, vers la mémoire. On existe à travers cette révolte, on s'en souvient, et on se jure que plus jamais Pharaon. Pessah existe pour nous souvenir de toujours abattre les pharaons quels qu'ils soient, qu'ils portent une tiare, qu'ils portent une croix, ou qu'ils portent une magaine. Une magaine, c'est une étoile de David. Aucun pharaon, jamais, aucun tyran, aucun esclavagiste. Qu'un despote. C'est la mentalité de Pessah. Aucun despote. Toute personne qui réduit en esclavage un peuple étant de le génocider s'élève non pas juste contre l'humanité, mais contre la volonté d'Hachem. C'est ça l'histoire de Pessah. C'est Faire beau, voter hein. une loi qui criminalise le discours que je tiens, qui est le discours de Pessah pendant Pessah, c'est une honte en termes de temporalité. C'est vrai, hein, parce que pour toi, c'est un lien avec. Il faut que les gens comprennent. Ça a un lien profond avec ta spiritualité. À ce moment-là précisément de l'année, de lutter justement contre l'impérialisme, de critiquer le génocide. C'est vraiment genre. C'est pas seulement une question purement politique, c'est que pour toi, vis-à-vis de ta judéité,
c'est important. Et ça, Bien sûr. c'est un peu une folie. Pour une loi qui prétend lutter contre l'antisémitisme. Exactement. Et le sionisme, une fois de plus, vole nos judéités pour les tordre et en faire du suprémacisme blanc meurtrier. Et ça, jamais on ne pourra lui pardonner. Moi, mon arrière-grand-mère, elle a changé de nom pour échapper au camp de la mort. Le camp de la mort, la Shoah, vous vous situez. Dans ma famille, du coup, de ce côté-là, ma famille, parce que du côté de mon père, ils ne sont pas forcément juifs. Du côté de mon arrière-grand-mère, elle a changé de nom, elle a échappé au camp de la mort. Ça n'a pas été le cas de tout le monde. Moi, je dois vivre avec ça. Je dois me rappeler, je dois porter ce fardeau, que ma famille s'est faite génocider. Elle s'est pas faite génocider par n'importe qui, elle s'est faite génocider par la France. C'est la France qui l'a raflé. Aujourd'hui, je dois vivre avec ça. Je dois me souvenir, je dois l'honorer, je dois le porter, je dois en faire quelque chose. Je n'ai pas le droit de les laisser mourir une seconde fois si je les oublie. Mais la vérité, je suis toute seule. Je suis toute seule parce que mes communautés juives, elles m'ont abandonné. Elles m'ont abandonné pour adhérer à un autre projet colonial, à un autre projet suprémaciste, à un autre projet génocidaire. Moi, je suis toute seule. Je dois vivre avec l'héritage d'un génocide, tout en voyant tous mes anciens frères en commettre un second. Il y a un siècle, mes arrière-grands-parents, Hava et Yaakov, se cachaient de la police française. Là, je vais devoir recommencer si cette loi, elle passe. Je suis prête, hein. Si je dois aller en prison pour apporter un drapeau palestinien, bah, je serai du bon côté de l'histoire. Ce sera pas agréable, ce sera un enfer, je ferai tout pour ne pas le faire, mais je serai du bon côté de l'histoire. J'assumerai. Et on rappelle aussi que, genre, ça, tu parles de la police, c'est par hasard. Genre, parfois, faut rappeler aux gens que la police française a arrêté des juifs pour les rafler. C'est l'héritage aussi de notre République, genre, c'est de notre police. Donc, c'est pas loin dans l'histoire. La police nationale, elle a été fondée par le régime de Vichy. Elle a été fondée pour rafler des juifs. Elle existe pour ça. Et c'est elle qui garde notre sécurité. Je suis pas convaincu. Autre chose, moi, je laisserai personne, et encore moins des goyim, des non-juifs, me dire ce que c'est qu'être juif. Jamais. Et encore moins si être juif, c'est massacrer, coloniser, génocider. Jamais je laisserai dire ça. Surtout quand les gens qui te font la leçon de ça, genre leur auteur préféré de leur vie, leur daddy, c'est putain de Maurras. Oui. Je veux dire, genre... Et que même gens, Macron, toutes leurs son références... daddy, c'est Maurras, son daddy, c'est Napoléon. Mais oui. Napoléon, le consistoire. Genre, je veux dire, c'est des gens qui ne font que bander notre histoire antisémite à longueur de temps. C'est des gens qui ont validé, encore une fois, la théorie du grand remplacement à la télé, des élus de la République qui ont validé la théorie du grand remplacement qui, à la base, on le rappelle, normalement, dans la théorie originale du grand remplacement, s'il y a des Arabes qui sont en France, c'est parce que les Juifs tentent d'affaiblir la race blanche. Hein. Et tout ça, c'était il y a moins d'un siècle. Ouais. Maurras, c'était il y a 50 ans. C'était il y a moins d'un siècle. Mais même la Shoah, c'était il y a 90 ans. Même pas, 80. Enfin, genre, rendez-vous compte que la Shoah, on a encore des gens en France qui étaient vivants quand c'est arrivé. C'est récent. J'ai jamais eu confiance en la France pour me protéger. Jamais. Ma famille n'a jamais eu confiance. Ma famille était antisioniste, pas pour raison politique au départ. C'est juste que quand vous avez, du coup, mon arrière-grand-mère qui a changé de nom pour échapper au camp, qui s'est fait génocider la moitié, voire les 2 tiers de sa famille par la police française, et qu'en 44, il y a la police française qui vient la voir, les mêmes qui ont tué toute la famille, qui leur dit « Hé, toi, la juive qu'on n'a pas réussi à tuer, viens, prends ta famille, monte dans un bateau, on t'envoie à l'autre bout du monde, mais t'inquiète, c'est pas une déportation. » Vous pensez qu'ils ont réagi comment? Vous pensez qu'ils ont dit oui? Ouais, moi, c'est pour ça que ma famille est antisioniste. Ma famille, elle a toujours dit on est des juifs français, on restera en France. On n'a pas confiance dans l'État français pour nous protéger. Et moi, j'ai toujours pas confiance aujourd'hui. Et vous savez, c'est la seule chose qui a changé entre hier et aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, ils faisaient pas semblant. Enfin, ils faisaient pas semblant de nous protéger, ils voulaient nous génocider. Là, ils nous musellent, soi-disant pour notre protection. Vous vous rendez compte de l'horreur? Et la honte pour mes camarades juifs sionistes qui applaudissent quand des enfants meurent sous les bombes high-tech des startups françaises. La honte quand nos licornes subventionnées par nos impôts développent de l'IA et des drones pour pouvoir cibler des enfants et les tuer plus efficacement. La honte, c'est pour ça qu'on travaille, c'est pour ça qu'on paye des impôts. La France est coupable. La France est coupable là-dedans. Israël est subventionné par la France. Israël est armé par la France. Israël est équipé par la France. La France est coupable. Je continuerai à être juive, je continuerai à être antisioniste, parce que je considère qu'on ne peut pas être l'un sans l'autre, dans mon cas, dans ma pratique. Et je continuerai à prier. Je continuerai à prier pour la mémoire de mes ancêtres que la France a massacrés. Yaakov, Esther, Anne. Je continuerai à prier pour la libération de toutes les zones occupées, parce que la plupart le sont par nos pays occidentaux. Je continuerai à prier pour la fin de tous les impérialismes, parce que la plupart viennent de nos pays occidentaux. Je continuerai à prier pour que notre peuple se rende compte de l'erreur et de la faute qu'est le sionisme et revienne à la raison. Je continuerai à prier pour la fin de l'État-nation. Je prierai pour que la diaspora soit enfin ma maison, que j'y sois en sécurité. On dit beaucoup la diaspora, c'est notre terre natale. S'il y a des gens qui sont juifs dans le chat, qui écoutent le live, la seule chose que j'ai à vous dire, c'est je vous verrai l'an prochain à Jérusalem. Comme on dit toujours à Hanouka, comme on dit toujours chaque année, l'an prochain à Jérusalem. Je vous y verrai en juif libre, sur une terre libre pour tous, et nous y ferons ensemble le plus beau des cédères. Voilà. C'est ce que je voulais dire.
Bah merci beaucoup pour le témoignage, Echarpe. J'ai pas envie de passer 1000 ans à réacter ce message, mais genre ça me fascine quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit dans le chat senti obligé de dire c'est ouf ce que vous racontez n'importe quoi. Genre, mais vous vous rendez compte? Genre là, il y a quand même quelqu'un qui vient de nous partager son histoire familiale qui est objectivement tragique et qui a été genre, enfin encore une fois, force à toi, Victoire. Et les gens peuvent pas s'empêcher de tenter de délégitimer cette parole-là, qui est une parole juive, qui est une parole que vous le vouliez ou non, d'un témoignage d'une parole juive. Et il y a des gens qui sont encore là pour tenter de nier ce truc-là, quoi. Et qui sont les antisémites, putain, au bout d'un moment, genre. Là, t'as une meuf, Une désolé, parole juive de la mémoire de la Shoah. de la mémoire de la Shoah, et tu lui dis de fermer sa gueule juste parce que t'es pas d'accord. Mais frère, sérieusement, frère. Oui, parce que nous, on est là aussi parce qu'on porte une parole d'espoir. Bah, évidemment. Et c'est pour ça qu'il faut Évidemment, quand même évidemment. nous laisser pouvoir débattre et parler en utilisant les putains de mots qui sont les mots du droit international, à savoir un génocide. C'est quand même pas trop demandé, genre. Ou est-ce qu'on passe à la fin, à la dernière partie de cette capsule? C'est une loi qui, évidemment, prétend défendre les juifs, prétend lutter contre l'antisémitisme, mais bon, vous avez compris qu'avec notre discours, pour nous, c'est ce genre de choses. C'est ce genre de discours apposés qui sont en vérité un terreau très fertile pour l'antisémitisme. Donc on aimerait bien finir quand même aussi cette capsule, faire une dernière partie sur des propositions concrètes, sur comment en fait on lutte contre l'antisémitisme réellement. Comment est-ce que quand on est vraiment de gauche, à savoir le camp historique quand même de l'antiracisme et de la lutte contre l'antisémitisme, comment est-ce qu'on est censé faire? Parce que ça, c'est un truc qu'on n'en reparle jamais. On fait que dénoncer en face l'instrumentalisation. On parle beaucoup de comment lutter contre l'islamophobie, mais comment est-ce qu'on lutte concrètement contre l'antisémitisme? On vous a préparé un truc en 10 points. Alors, il faut savoir quand même que il y a des points, c'est des grosses portes ouvertes qu'on éclate, hein, mais je pense que ça peut être bien de revenir un petit peu sur, parfois aussi, les bases des bases. Je te laisse commencer, Echarpe, sur notre premier point de mesures concrètes. Le tout premier point. Ne pas assimiler les Juifs à un État, encore moins à l'État d'Israël. Assimiler les Juifs à un État génocidaire, c'est les mettre en danger. Personne n'a envie de soutenir un génocide, à part les génocidaires eux-mêmes. N'importe qui, quand on lui dit « Est-ce que t'aimes les génocides ?», on lui répond non. Et si on lui répond « Ah bah les génocides, c'est les Juifs », ça met en danger les Juifs de fait. Assimiler les Juifs à Israël, c'est mettre en danger les Juifs partout dans le monde. Partout dans le monde. Évidemment. Et d'autant plus C'est la première chose à garder en tête. Il y a une fierté aussi, et ça fait aussi, désolé, mais la dimension diasporique du peuple juif fait aussi partie. C'est sacré. Oui, c'est sacré. Genre, c'est pas juste genre, oh bah l'histoire a fait que, c'est devenu une dimension sacrée du judaïsme aussi. Et au bout d'un moment, du coup, de forcer ces gens qui tirent quand même quelque chose du fait d'être apatrides, de tenter de les forcer à les assimiler à un État, c'est violent. Et c'est violent sur le plan de la judéité. Vas-y, je te laisse continuer. Il faut avoir une certaine cohérence morale, quand même. C'est-à-dire que si tu prétends lutter contre l'antisémitisme, tu évites de faire une minute de silence parce qu'un militant néo-nazi a perdu la vie dans une rixe. C'est des trucs à éviter. Bah, par exemple, genre défendre les néo-nazis, rendre hommage aux néo-nazis, c'est peut-être pas le move ultime que vous croyez que c'est pour lutter contre l'antisémitisme. C'est-à-dire que pendant qu'on criminalise des gens qui ont un discours décolonial, à côté, on va porter au nu et genre on va encore une fois faire une minute de silence pour un fucking néo-nazi. Et il me semble quand même que les nazis, historiquement parlant, il s'est passé 2-3 trucs avec le peuple juif. C'est genre avoir un minimum de cohérence, c'est tout ce qu'on demande. Ce serait déjà pas mal. Le nazi, qui a une minute de silence à l'Assemblée nationale, écrivait « Il faut brûler Elisabeth Bornstein ». Il écrivait ça, je n'invente rien. Quand même, brûler Elisabeth Bornstein. C'est genre, vous pouvez pas à la fois canoniser des antisémites notoires et en même temps prétendre lutter contre l'antisémitisme. C'est genre, évidemment que les gens vont pas vous faire confiance par rapport à ça. Et en plus de ça, encore une fois, ça crée ce sentiment de deux poids, deux mesures qui aussi est source d'antisémitisme en fait. Tiens, je te laisse faire le point suivant. Si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, il y a un truc qui marche vachement bien, ça s'appelle lutter contre l'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, il existe, il est même politisé, et je vous rappelle que il y a un camp politique qui a une histoire avec l'antisémitisme, ça s'appelle l'extrême droite. Il y a des députés, au moins un que j'ai en tête, mais il y en a eu plusieurs, des députés élus à la République, au Rassemblement national, qui possédaient une librairie négationniste.
Il n'a Frédéric pas été inquiété. Bocaletti, il s'appelle. Ce mec-là n'a pas été inquiété. Est-ce que c'est normal qu'un élu de la nation, qu'un représentant de l'État, de la République française, possède des librairies négationnistes en contradiction non seulement avec la loi, mais avec toutes les valeurs desquelles se targue la République française, et qu'il ne se passe rien? Est-ce que vous trouvez ça logique? Moi, non. Si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, petit pro-type, essayez de lutter contre l'antisémitisme, notamment au sein des institutions, notamment au sein du Parlement, qui est la représentation républicaine du peuple souverain. Et même, quand il pense 5 minutes, genre, c'est qui le mec qui a incarné l'antisémitisme en France pendant plus de 50 ans? Jean-Marie Le Pen. Manuel Bompard. Ah non, merde, raté. Et non, c'est Jean-Marie Le Pen. Le mec qui, après sa mort, on lui a rendu des hommages sans aucun problème. Tout son parti Bien politique lui a rendu hommage et a tenté de lui recréer une légende dorée, alors que c'est un mec qui était connu, littéralement. Genre, quand on te citait le nom de Jean-Marie Le Pen, c'était pour te parler de ses sorties antisémites. Du rafour crématoire. Mais oui, le point de... Wow. Le point de dire que pour lui, les chambres à gaz étaient un point de détail de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce mec-là qui a été rendu hommage, quand même. Sans même parler des points communs entre le GUD, l'Action française et tout le reste. Sans même parler de l'assistant parlementaire de Jordan Bardella qui a été retrouvé dans les universités d'été de Égalité et Réconciliation avec un mec en train de chanter une chanson sur la mère Birkenau qui serait une menteuse ou je sais pas quoi. Sans même parler de nombre de dingueries que semaine après semaine on vous montre au sujet des liens profonds entre l'extrême droite et l'antisémitisme au bout d'un moment. Et sur le fait que la grande majorité des élus influents d'extrême droite ont été formés soit par l'Action française, soit par le GUD, l'Action française, qui est un mouvement royaliste, antisémite, pétainiste, qui avait un journal dans lequel écrivait Gérald Darmanin. Et qui a été créé en réaction à l'affaire Dreyfus. Parce qu'ils trouvaient qu'ils auraient bien aimé que Dreyfus soit condamné à mort, genre. Tout simplement. C'est-à-dire que, littéralement, le truc historique en France sur l'antisémitisme, l'affaire Dreyfus, les gens qui étaient anti-Dreyfusards ont créé la putain d'Action française. Et ces gens-là ont des ministres. Alors qu'ils le savaient innocents, exactement. Ces gens-là ont envoyé des ministres. Gérald Darmanin était ministre de la Sécurité. Ça ne s'appelle pas comme ça, mais vous avez capté. Comment vous voulez, en tant que juif, vous sentir en sécurité quand le mec qui est au plus haut sommet de l'État sur le sujet, c'est un mec qui écrivait dans des journaux anti-Dreyfusards? Ce n'est pas possible. Ensuite, Voilà, point suivant. Pareil, truc de base à rappeler, c'est quand même censé être ça à l'origine de la laïcité, mais peut-être une forme d'égalité de traitement entre les différentes religions, ce serait pas mal. Hein? Parce que, pour le coup, je suis désolé, mais il n'y a aucune garantie d'accès ou d'autonomie par rapport à des lieux de culte. On en est quand même à un stade où en France, on a refusé de parler d'islamophobie pendant des années. Parce que soi-disant, ça avait été inventé par les mollahs iraniens, un truc du genre. On est encore dans le déni que l'islamophobie existe. Quand même. Alors que on parle d'antisémitisme en ce moment, tous les jours à la télé depuis quelques temps. Peut-être qu'il faudrait, je sais pas, arrêter d'avoir une paille dans l'œil. Ce n'est pas normal que l'accès à la synagogue soit garanti par des caméras et les flics, alors que l'accès à la mosquée soit empêché par des caméras et des flics. Ce n'est pas normal. Je trouve ça très bien qu'on puisse garantir constitutionnellement que les juifs aient accès à leur lieu de culte. C'est très bien. Il faut étendre ça à tout le monde. Combien de mosquées se sont faites fermer sur des suspicions floues de terroristes, etc., alors qu'on sait parfaitement que les terroristes islamistes ne se forment pas dans les mosquées. Ce sont au contraire des gens qui sont privés de mosquées et qui se radicalisent sur Internet. Combien de mosquées se sont vus mettre des coups de pression? Combien d'imams ont pris des coups de pression? Iqiyoussen, Tariq Ramadan, il y en a eu combien? Là, j'en ai deux, mais il y en a eu plein. Combien de plus petits on n'a jamais entendu parler? La grande mosquée la grande mosquée de Mont-Saint-Barreul, elle a eu des coups de pression et des flics qui tournaient devant. Pourquoi? Ce n'est pas normal. Genre, il faut avoir une égalité de traitement entre les religions, ça me semble quand même être vraiment la base, quoi. D'autant plus que oui, voilà, encore une fois, si tu veux radicaliser des musulmans, interdis l'islam. Très bon moyen de radicaliser... évidemment. De radicaliser des musulmans dans la violence. Enfin, genre, évidemment, bordel de merde. Bon, ça me semble quand même être un poids assez évident qu'on va tout de suite passer à la suite. C'est une super transition parce qu'on parlait de la police. Le racisme, il est institutionnel, il est porté par des structures et des structures y compris de l'État. Vous voulez sanctionner l'antisémitisme? L'antisémitisme, il vient bien moins des quartiers radicalisés pro-Hamas perdus de la République que de la
putain de police nationale française. Est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé en 2024? Tiens, tu veux leur montrer? Ces images sont celles de vidéos enregistrées au commissariat de Créteil le 8 juin 2023 et que Mediapart s'est procuré. Les policiers présents ne semblent pas prendre au sérieux la détresse de cette femme. Ma perruque, qui est ce que portent les femmes juives à partir du moment où elles se marient, qui donc est notre manière à nous de nous couvrir la tête, de cacher nos cheveux. Mediapart révèle, image à l'appui, qu'une femme juive orthodoxe de 67 ans a été privée de sa perruque alors qu'elle venait d'être arrêtée pour un refus d'obtempérer au commissariat de Créteil. Elle et son avocat dénoncent des violences policières sexistes et antisémites. Une enquête à lire et à regarder sur Mediapart. Mediapart. Et alors ça, étonnamment, les gens qui prétendent lutter contre l'antisémitisme H24 n'en ont absolument pas parlé. Pour le contexte, si vous ne savez pas, la perruque pour les femmes juives, c'est l'équivalent du voile pour les femmes musulmanes. Oui, concrètement, c'est ça. Ce qu'on a vu, c'est comme si des flics arrachaient son voile à une femme musulmane, ce qui arrive tous les jours. Ouais. Ce qui arrive tous les jours. Et quand les auteurs de violences antisémites, c'est la putain de police, tout le monde s'en branle. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà. Évidemment que moi, je suis pas heureuse quand t'as un gamin de je sais pas quelle ville qui va tabasser quelqu'un parce qu'il est juif ou parce qu'elle est juive. Évidemment que je lutte contre, évidemment que je suis en colère. Mais je suis aussi en colère quand c'est la putain de police nationale qui le fait de sang-froid dans un commissariat. Et il y a une inégalité de traitement sur ces deux affaires, sur ces deux faits divers. Ouais. Est-ce que c'est normal? Non. Donc voilà. Il faut lutter contre les violences policières antisémites au sein de la police. Mais alors, il faut lutter contre toutes les violences policières, qu'elles soient antisémites, qu'elles soient islamophobes, qu'elles soient romophobes, toutes les violences policières, qu'elles soient juste complètement random parce que ça leur a pété. Toutes les violences policières. Et c'est ça aussi l'égalité entre religions. C'est ça. Tout Faut le pas monde croire que peut être concerné par une violence policière. Ok, d'accord, il y a une certaine forme de hiérarchie au sein du racisme. Ça reste du racisme institutionnel, quoi. Il faut lutter contre cette structure-là, de toute évidence. Et en particulier quand cette violence, elle est autant institutionnelle que de la putain de violence policière. Et ouais, effectivement, tous les gens qui prétendent... Tu sais, il y a des gens qui vont aller chercher, qui vont trouver des théories bizarres pour tenter de justifier qu'en fait Mélenchon serait antisémite parce qu'il a dit Epstein, alors qu'ils ont jamais parlé de l'affaire Epstein. Par contre, ils voient des flics faire ça, ils en parlent pas. C'est quand même ouf. Encore une fois, le deux poids, deux mesures. Ça se voit qu'il y a une instrumentalisation, quoi. Et quand t'as des juifs qui viennent commémorer leurs camarades tués dans des attaques terroristes à Toulouse, ils se font huer, attraper et violenter physiquement juste parce qu'ils sont antisionistes. Et ça, c'est pas antisémite. Ils sont attaqués aussi parce que juifs, quoi, à ce moment-là. Exactement. Alors, donc ça, c'était les 5 premiers points. On revient toujours sur des trucs un peu basiques, mais point numéro 6, désolé, mais si vous voulez lutter contre les violences, désolé, mais il faut dans ce cas-là mettre en place véritablement une liberté religieuse concrète. Parce que ce qu'ils se rendent pas compte aussi, c'est que leurs attaques qu'ils font contre les musulmans, les 3/4 du temps, ça va aussi retomber sur les juifs en fait. Parce qu'il y a peut-être des pratiques un peu communes. Donc il faut donc autoriser le voile à l'université, faut autoriser l'abaya, faut autoriser les maillots couvrants, et donc faut aussi autoriser les kippas pour les parents d'élèves. Il faut autoriser tous ces trucs-là qui sont vraisemblablement interdits dans un objectif de casser les couilles aux musulmans, parce qu'en fait, ça va aussi venir casser les couilles aux juifs. C'est un truc qu'il faut rappeler, qui est tout bête, mais en fait, le fait qu'on n'ait pas le droit de strictement, à proprement parler, cibler dans la loi les musulmans, parce que ça respecte pas vraiment la Constitution, fait que vous êtes obligé de miss shot, en fait, quand vous voulez faire une loi spécifique qui tente d'attaquer les musulmans. En fait, vous en prenez à quasiment tous les religieux, et y compris les chrétiens. Donc, au bout d'un moment, oui, il faut permettre une vraie liberté religieuse, une liberté de culte. Comment ça se fait qu'on en est encore aujourd'hui à remettre ce truc-là en question? C'est quand même censé être un des fondements dans notre histoire, quoi. Merde, au bout d'un moment... Et c'est pas compliqué, parce qu'en plus, les croyants, ils sont autonomes, ils demandent pas grand-chose. Le max qu'ils demandent, c'est, à la limite, un endroit un peu calme pour pouvoir faire une pause prière sur le lieu de travail, à la limite. Mais c'est même pas une pause en plus, ils font à la place de la pause clope la plupart du temps. Enfin, ils demandent vraiment pas grand-chose, les croyants. L'accès à de l'alimentation sacrée, selon leur rite, dont ils assurent même la production et la livraison. Ils demandent juste
l'accès. Des postes pour les prières. Ça devrait postes juste pour les être- prières, oui. Juste être légal. C'est de la putain de liberté de religieuse. Évidemment. Tu prends Ça des ne regarde pas le patron. Que ce que le mec fait pendant sa pause, qu'il fasse une pause pour prier, pour fumer une clope, pour souffler des bulles ou pour chantonner, on s'en branle. Il a droit à sa pause, il fait ce qu'il veut dedans. C'est le principe d'une pause. C'est ça, et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Et je pense que pendant la pause qui serait accordée pour des musulmans pour aller prier, il y aura aussi peut-être des chrétiens qui vont vouloir prier à ce moment-là. Il y aura peut-être aussi Évidemment. des juifs qui auront envie de prier à ce moment-là. Il y aura peut-être des Évidemment. bouddhistes blancs, cringe, insupportables, complètement gays, dev perso, qui vont vouloir faire de la méditation. Et on les laissera, même si ça nous arrache le cœur. Ouais, mais si ça nous casse les couilles, tu vois, nous aussi on a nos problèmes. Nous aussi on a nos gens qui nous Bien sûr. énervent. Ben, on va les laisser méditer comme des colons, c'est pas très grave. Oui, voilà. C'est ok. Proposition Ah, numéro et 7. C'est pas dur. Ah, si vous voulez lutter contre l'antisémitisme, il faut faire redescendre les niveaux de violence qu'il peut y avoir dans la société. Et pour faire redescendre le niveau de violence interpersonnelle, intracommunautaire, etc., il y a un truc qui est tout con. Il faut sortir les gens de la précarité. C'est un truc qui a été prouvé à maintes et maintes reprises. Quand les gens sont moins dans la merde, ils sont moins tendus, ils sont moins sur les dents, et ben ils sont moins violents les uns envers les autres. Ils sont moins racistes. Sortir de la précarité, ça veut dire... Ils sont moins racistes, exactement. Ça veut dire il faut garantir à toutes les personnes sur le sol français, quelle que soit leur religion, quel que soit leur statut administratif, papier, pas papier, on s'en fout, tous leur garantir un logement, tous leur garantir des soins, tous leur garantir l'alimentation, l'énergie, l'eau, le chauffage, tous les besoins vitaux. Et à partir de là, je vous jure que ça se sait depuis des dizaines d'années, une grande partie des violences se calme, toute seule, Oui. Ça sans a avoir été- besoin d'intervenir. Ça a été démontré en long, en large et en travers d'où venait cette violence. Alors ça, pour le coup, voilà, c'est vraiment un point très très généraliste parce que en fait, quand tu tentes de soigner la précarité, non seulement du coup tu luttes contre l'antisémitisme, mais tu luttes aussi contre l'islamophobie, tu luttes aussi contre la négrophobie, tu luttes aussi contre, en règle générale, la criminalité. Parce que si les gens tombent dans la délinquance et la criminalité, à la base, c'est surtout parce qu'ils sont précaires et qu'ils n'ont pas accès à l'emploi. Tu luttes contre, en fait, globalement, toute la violence dans la société, ou du moins la violence qui est à la base de la société, parce qu'il reste toujours la violence institutionnelle, etc., vous connaissez. Mais voilà, ça me semble quand même évident. Donc on le rappelle en vite fait quand même, mais on va pas s'éterniser sur ce truc-là. Les violences conjugales, par exemple. Genre, si tu permets à n'importe qui de pouvoir être logé, en fait, une femme qui se fait battre par son mari peut partir de chez elle pour aller quelque part où elle va pas, souffrir de ce truc-là, tu vois. Il y a plein de choses à mettre en place pour pouvoir, en gros, diminuer les violences. Et l'antisémitisme est une violence, donc c'est toujours bon de rappeler que revenir sur des droits très fondamentaux, à savoir le droit de se nourrir, le droit d'être soigné et le droit de manger, semble quand même... Et de pouvoir être en sécurité sans prendre une balle d'un flic qui passait par là. C'est ça. Ça me semble quand même être la méga base. Dans les autres propositions sur lesquelles on va passer très rapidement, parce qu'on en a énormément parlé, voire on a une capsule entière dédiée à ça, c'est stopper l'instrumentalisation de l'antisémitisme. On a expliqué vraiment, pour le coup, en long, en large, en travers. Je me souviens plus comment s'appelle la capsule, mais c'est à l'époque où on a parlé de Epstein, où on est vraiment revenu en profondeur sur les questions d'instrumentalisation. Donc je vous recommande d'aller checker cette vidéo si vous voulez approfondir d'abord ce point. Ça, c'est le point numéro 8, donc. Et je te laisse aborder le point numéro 9. Vas-y. Si on revient à une échelle un peu plus micro, on a beaucoup parlé de macro, de grandes politiques publiques, de logement, etc. Si on revient à des plus petites échelles, vous savez que moi j'adore tout ce qui est local et politique à petite échelle. Si vous voulez favoriser la coexistence entre des communautés de religions et de cultures différentes, encourager la mixité sociale. Par exemple, il y a un exemple très concret de ça, c'est que à Tourcoing, il y avait une synagogue avant. Oui, forcément, je parle de Tourcoing et Lille parce que je ne peux pas faire une capsule sans en parler. Il y avait une synagogue à Tourcoing. Et il y avait des tensions religieuses entre les juifs, entre des musulmans, entre des chrétiens, enfin bref. Il y avait des tensions religieuses, ça arrive. Bon. Qu'est-ce qui était décidé? Pas de faire des programmes pour réduire les tensions. Non. La synagogue de Tourcoing a été détachée pour être rattachée à celle de Lille. Ce qui fait que les juifs de Tourcoing ont dû soit déménager, soit ne plus avoir de synagogue. Ça, c'est stupide. C'est stupide d'un point de vue de la pratique religieuse des juifs sur place. C'est complètement con. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de juifs à Tourcoing. Bah oui, la plupart sont partis, on leur a déplacé leur synagogue, ils ont suivi. C'est stupide parce que du coup, ça ne règle pas le problème, voire ça l'aggrave. Vous vous rappelez quand il y avait J. William Godnadel qui avait dit sur l'élection de David Guiraud à Tourcoing, les juifs de Tourcoing, il fait pas bon être juif à Tourcoing à cause de Guiraud. C'est pas Guiraud qui a voulu dépasser la synagogue. Ah ouais, c'est pas lui. Je pense que Guiraud, sur le point de la question, est-ce que tu serais favorable à ce qu'il y ait une synagogue à Tourcoing? Évidemment qu'il va dire oui.
Alors, Guiraud, il est maire de Roubaix, par contre. C'était sur Roubaix, le truc de. Ah, pardon. Il avait dit, juste, je te corrige sur ça, il avait dit, il fera mauvais vivre d'être juif à Roubaix, mais c'est la même chose. Hein. Oui, tout ça sur Roubaix depuis le début. My bad, j'ai dit Tourcoing depuis le début, c'est Roubaix. Mes excuses. Mais donc, encourager la mixité sociale, ça veut dire faire en sorte que les gens de différentes cultures puissent tous se sentir chez eux au même endroit, pas les déplacer. Ça veut dire aussi favoriser les dialogues interreligieux. Moi, j'étais matrixé quand j'étais au collège. À un moment, il y avait des tensions dans la cour de récré parce que les musulmans, ils avaient droit au poisson à la cantine alors que les non-musulmans, ils bouffaient du porc et que le porc était dégueulasse, tout le monde voulait du poisson. Truc de collège tout con. Eh ben, ils nous ont foutus dans une classe, ils nous ont fait parler pourquoi tu manges pas du porc, pourquoi toi tu manges du porc. Et on a parlé, et on a discuté pendant genre même pas 1 heure, et ensuite c'était bon. C'est pas compliqué, le dialogue interreligieux. Il y a beaucoup de périodes dans l'histoire où il y avait du dialogue religieux. Tu prends Marseille, entre le 10e et le 12e/13e siècle, c'était un endroit où il y avait beaucoup de juifs, beaucoup de musulmans, beaucoup de chrétiens, ils étaient tous ensemble, sans aucun problème. Tu prends même... genre l'histoire de l'Espagne qui a montré qu'à plein de moments en fait on a pu faire coexister toutes ces religions là sans littéralement aucun problème. L'histoire même de Jérusalem permet aussi de parler de ça. Oui. Genre au bout d'un moment c'est le symbole, c'est le lieu sacré des 3 religions abrahamiques. Bah oui, c'est obligé de cohabiter. C'est précisément tout le symbole de la ville quoi au bout d'un moment Et donc voilà, ça c'était le point numéro 9 voilà, c'est-à-dire que c'est pas favoriser le dialogue concret local entre les différents religieux qui devrait se faire et qui devrait être possible parce qu'en plus de ça tout le monde part plus ou moins du même point à la base. Et en plus les leaders de culte sont extrêmement favorables à ça. Enfin moi je me rappelle je crois que c'est Rabbi Serfati qui dans des quartiers dans la petite couronne de Paris, moi il en avait marre des tensions interreligieuses, il a fait des tournois de foot juifs versus arabes et du coup tout le monde faisait du foot et à la fin les gens arrêtaient de te taper dessus. Et surtout de faire croire ça alors que désolé mais encore une fois si on revient sur l'histoire, les collaborations, cohabitations entre juifs et musulmans sont plus nombreuses et plus chill dans l'histoire que les cohabitations entre juifs et chrétiens. Allez voir ma vidéo sur le vieux Yishuv pour comprendre à quel point. Ah ouais, vraiment, genre pour le coup, les musulmans et les juifs se sont toujours beaucoup plus entendus à plein de niveaux que les chrétiens et les juifs, où on a été quand même, voilà, massacrer des juifs, ça fait quasiment partie des traditions chrétiennes, Quand Saladin reprend Jérusalem après une croisade, un des premiers trucs qu'il fait, c'est rétablir les droits des juifs. Voilà. Vas-y, je te laisse finir, dernière proposition. Et donc, dernière proposition avant de conclure cette capsule, avoir une mémoire, et ça pour le coup, pourtant on nous a parlé à l'école, mais avoir une mémoire universelle, à savoir ne pas hiérarchiser les victimes de la Shoah, ne pas en faire un truc qui n'est arrivé aussi que aux Juifs, par exemple, genre parler aussi de tout ce qui s'est passé en règle générale, le fait que les Roms aussi ont été assassinés, des homosexuels aussi ont été assassinés, des communistes aussi ont été arrêtés, beaucoup d'handicapés ont été soit stérilisés, soit assassinés. Il s'est quand même passé genre vraiment des travailleuses du sexe aussi, il y a énormément de putes qui en sont mortes de ce moment-là. Donc en fait, il faut être capable de le reconnaître et il ne faut pas non plus hiérarchiser la Shoah face à d'autres génocides. Tout ce qui est épisode médiatique dans lequel on voit quelqu'un qui tente de t'expliquer qu'on n'a pas le droit de parler de déportation pour les personnes qui ont été victimes du commerce triangulaire, donc à savoir la plus grande déportation de l'histoire de l'humanité pour un des massacres de personnes noires les plus intenses et qui probablement n'arrivera jamais dans l'histoire de l'humanité. Il faut pas hiérarchiser ce truc-là, c'est juste 2 choses dans l'histoire. Il y a eu des déportations de masse de noirs et il y a eu des déportations de masse de juifs. Enfin, on a le droit de dire les deux, genre en fait. Il faut être capable de pouvoir dire les deux, il faut avoir une mémoire universelle, il faut être capable de reconnaître ce qu'est un putain de génocide. Il faut pas tenter de les hiérarchiser en fait. Tout génocide est un crime contre l'humanité tout entière en fait. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin que ça. Quand on parle de crime contre l'humanité, c'est pas pour rien. C'est contre l'humanité tout entière, y compris les auteurs de ce génocide. Donc, au bout d'un moment, il faut être capable de reconnaître ce truc-là en entier. Reconnaître tous les génocides. Et aujourd'hui, désolé, mais ça passe par la reconnaissance de ce qui se passe à Gaza, de ce qui se passe en Palestine. La mémoire universelle, c'est dans le passé, c'est aussi dans le présent. Si je reprends un petit peu les 10 points qu'on a abordés, qui ont déjà fait leurs preuves, les 10 points concrètement contre l'antisémitisme, pour reprendre Orelsan, des trucs simples et basiques. Voilà, les boomers adorent faire référence à ça, donc peut-être ça va leur parler. Donc ne pas assimiler les juifs à un État, non seulement parce que littéralement, le fait d'être apatride, c'est quand même un truc un peu sacré chez les juifs, et genre... Donc ne pas assimiler les juifs à un État, encore moins un État génocidaire qui a des lois d'apartheid, avoir de la cohérence morale, donc ne pas rendre hommage à des nazis pendant qu'on prétend lutter contre l'antisémitisme, ça me semble quand même être
la base, sanctionner réellement l'antisémitisme, par exemple quand on arrive à le repérer dans les soutiens du RN, voire directement chez les élus du RN qui ont tenu des putains de librairies négationnistes. Nous, ce qu'on cherche et ce qu'on défend, c'est une égalité réelle et concrète entre toutes les religions, donc le même traitement entre toutes les religions, ce qui est quand même un des piliers de base de la laïcité. Nous, on veut lutter contre le racisme institutionnel, parce qu'on rappelle que l'antisémitisme est un racisme, et ça se voit en particulier à travers les violences policières, dont tout le monde se branle. Nous, on défend aussi une liberté religieuse concrète. Voilà, la liberté de culte, c'est un des autres grands piliers de la laïcité, normalement, quand même, qu'on est censé défendre. Donc pareil, normalement, là, c'est pas censé choquer les droitards quand on raconte ça. On parle aussi de droits fondamentaux, voilà, pour revenir un petit peu plus généralement sur les conditions matérielles d'existence. La violence, a fortiori, la violence raciste, on sait d'où est-ce qu'elle vient, on sait comment est-ce qu'elle naît, on a des datas là-dessus, et permettre aux gens de garantir qu'ils aient un logement, l'accès aux soins et de l'alimentation, c'est la base si tu veux pas qu'il y ait de la violence raciste dans un pays. Ensuite, et ça pareil, ça joue littéralement contre cette proposition de loi, stop à l'instrumentalisation. Ça fait remonter l'antisémitisme. On en a parlé en long, en large et en travers, peu importe comment vous l'instrumentalisez, si vous l'instrumentalisez en prétendant défendre les juifs ou si vous l'instrumentalisez pour les attaquer, dans tous les cas, vous allez créer de l'antisémitisme. Ensuite, on a parlé de favoriser la coexistence, surtout à un niveau local en vrai, parce que ça, c'est quelque chose qui est complètement possible. Et il existe vraiment des manières concrètes de permettre ce truc-là. Et pour finir, avoir une mémoire universelle des génocides d'hier comme ceux qui arrivent aujourd'hui. Ne pas faire de hiérarchie. Voilà les grandes bases si on veut pouvoir lutter réellement contre l'antisémitisme. Et cette loi, à elle seule, en bouffe quelque chose comme la moitié, littéralement. Lutter contre le racisme institutionnel, c'est niqué, ça marchera pas. Égalité en religion, la loi va contre ce truc-là. Stopper l'instrumentalisation, la loi va contre ce truc-là. Favoriser la coexistence, la loi va contre ce truc-là. Sanctionner réellement l'antisémitisme, la loi va contre ce truc-là parce que ça tente de sanctionner notamment par exemple des juifs. Ça va contre complètement la cohérence morale du truc. Enfin, ça assimile les juifs à un État. Parmi les points, les 10 mesures concrètes qu'on vous propose pour lutter réellement contre l'antisémitisme, cette loi va contre au moins 5 d'entre eux. Je vais juste en prendre sur un truc parce que tu as eu un lapsus qui est un peu terrible. Ce qui est sacré pour les juifs, c'est pas d'être apatride, c'est d'être diasporique. Oui. C'est pas pareil. Parce que justement, les juifs ne sont pas apatrides. Les juifs sont citoyens de l'État dans lequel ils résident. Par contre, on est diasporique dans le sens où le peuple juif est éparpillé dans plein d'États et dans plein de pays. C'est pas la même chose. Voilà, juste une petite précision. On arrive à la conclusion de cette capsule. Je pense qu'on devrait peut-être quand même toucher un mot sur la situation du coup de la personne qui est ciblée par ce texte de loi aussi, qui a été nommément citée par la meuf qui porte le texte de loi. Je pense qu'on peut parler un peu de Rima Hassan, qui en ce moment est dans une sacrée sauce, parce que, encore une fois, on tente de criminaliser la France Insoumise toujours plus. En fait, à la base, concrètement, elle a été mise en garde à vous à cause d'un tweet. Bon, classique shit, hein, j'ai envie de dire. Et on a retrouvé, oh là là, de la terrible drogue de synthèse dans son sac. Et du coup, tout le monde devient super hypocrite et commence à dire que c'est terrible, que c'est très très grave, alors que l'Assemblée nationale est constituée à plus de 90% de cocaïnomanes. Soutien à elle, voilà, parce que je pense qu'on peut clairement parler d'une quasi-forme d'attaque coordonnée entre tenter de faire passer cette loi-là en force, qui est une loi qui la cible, genre la mettre en garde à vue pour une raison gaze. J'y crois pas à ce truc de drogue. Alors, vous pouvez y croire ou ne pas y croire, sachant que, bon, on a déjà eu par le passé des moments où on a tenté d'associer Rima avec la drogue, etc. et tout. On vous renvoie à ce qui s'était passé à l'époque de la Flotti. C'est même pas la première fois que ça arrive. Et qu'il est déjà arrivé que des flics prennent des gens et mettent eux-mêmes des pièces à conviction pour les inculper, ça peut arriver. On ne sait pas si c'est le cas ici, mais c'est déjà arrivé. Le film Bac Nord en parle d'ailleurs. Tout à fait. Oui, et puis il y avait aussi du coup de l'herbe qui s'est avéré être du CBD. Voilà. Mais bon, il y a déjà tous les journaux qui titrent leur une sur c'est la fin de Rima Hassan. Tout le monde essaye de la salir, encore une fois, par tous les moyens possibles, tout en essayant de faire passer une loi qui littéralement criminalise l'ensemble de tout son discours politique. Donc, énorme soutien à Rima Hassan. Ça va de soi. Moi, encore une fois, je reste là-dessus. Ça reste une des personnes en France qui incarne le peu de dignité qui reste dans les élus de ce pays, quand même. Désolé de le dire, mais je pense qu'on devrait tous être quand même toujours collectivement quand même fiers d'avoir une personne capable de porter un discours aussi clair. Donc,
énorme force à elle. C'est aussi c'est une des plus grandes fiertés de notre camp. Et moi, je voulais finir sur un truc aussi, c'est que une des raisons qui font qu'il y a ça revient dans l'actualité, que ce soit la tentative de passage en force de la loi Yadan, la criminalisation de Rima Hassan, non pas juste médiatique, mais même potentiellement judiciaire, on ne sait pas encore. Ça intervient aussi dans un contexte où la prochaine flottille est sur le point de partir. La flottille, si vous vous rappelez, il y en avait une à l'automne, c'est une 50aine de bateaux qui s'étaient regroupés dans la mer Méditerranée et qui s'étaient dit on va forcer le blocus. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ces 50 petits voiliers de pêche qui se sont dit on va prendre le blocus militaire d'un État qui a la bombe atomique et on s'en bat les couilles, on le force. C'est un niveau de culot qui est gigantesque. Et donc, c'était 50 bateaux qui sont fait arrêter pour la plupart par Israël, qui sont fait aborder de manière complètement illégale. Israël n'a pas le droit d'aborder des bateaux, sauf s'il y a des suspicions avérées de piratage. Or, les drapeaux avaient un pavillon. Dans les eaux internationales, ils se sont arrêtés vraiment Exactement. en toute illégalité. Exactement. Dans la côte la plus proche n'était pas Israël, c'était l'Égypte. C'était 50 bateaux. Ça a pris plus d'une nuit pour tous les arrêter. Et la diversion que ça a créée a notamment permis aux Palestiniens et aux Gazaouis de avoir un peu de mou dans la surveillance maritime qu'ils avaient. Donc, ils ont pu pêcher et se nourrir. Donc, c'est vraiment pas rien. C'était 50 bateaux. Là, la flottille qui part, on a déjà 100 bateaux de confirmés, donc on a déjà le double. Israël, ils sont pas bons en bateau. Ils ont quelques frégates, mais ils sont vraiment pas bons. J'avais fait un truc avec Fernaël pour parler de ça. Ils sont pas bons en bateau. Là, on a déjà le double. Et le double de confirmés, peut-être plus. On ne sait pas, les plus grandes estimations parlent de potentiellement 1 millier. Les flottilles, il y en avait plusieurs. Il y a eu la flottille du Southern Madeleine, il y a eu la flottille du Global South Flotilla. Là, on a les deux flottilles qui font convergence de la Méditerranée d'ici environ 8 jours et qui voguent ensemble. Pourquoi est-ce que la loi Yadan, à mon sens, arrive aussi vite? Parce que le départ français de la flottille qui part du port de Marseille part après-demain. C'est ça que j'ai demandé en bac et j'étais pas sûr de pouvoir vous donner l'info. Je suis sûr, c'est sorti, c'est public. La flottille part de Marseille après-demain, le 4 avril. Il y a 12 bateaux qui partent de France. Donc le timing est quand même assez fou. Ça arrive pendant une fête juive qui est censée parler de révolte et parler du fait de tuer tous les pharaons. Au moment où la flottille, encore une fois, on rappelle, c'est des bateaux humanitaires qui tentent de briser un blocus qui est illégal, qui est complètement illégal. Qui est complètement condamné par toutes les institutions internationales. Tout à fait. On est vraiment du bon côté, quoi. Et le timing, et c'est pas un hasard. On va gagner. C'est pas un hasard, et c'est pas non plus un hasard qu'ils tentent de s'en prendre sur le plan légal à Rima Hassan, parce qu'ils savent faire que ça. Parce qu'en fait, la vérité, c'est qu'ils sont incapables de répondre à son discours. C'est pour ça qu'ils sont obligés de l'arrêter, de la mettre en garde à vue, de tenter de lui faire un sort. Pas que. La garde à vue, ça peut être 48 heures. Ils la font dire en garde à vue 48 heures avant le départ des bateaux. Ouais. Ils veulent pas qu'elle monte dessus. Ils ont peur qu'elle monte dessus. Sauf que si jamais elle ne montera pas dessus, et ben vous savez quoi, c'est Rima Hassan, elle s'en foutra. Elle ira en Grèce en avion, elle embarquera sur un bateau grec, elle changera de bateau au large parce qu'elle s'en bat les couilles. Ils paniquent parce qu'ils savent que sans bateau, ils vont galérer à tenir le blocus. Et c'est une déjà, il a été percé avec 50 et que là, du coup, mathématiquement, on va gagner. De toute façon, il va falloir se mobiliser. En fait, j'ai envie de dire, on a gagné. Et en même temps, ce qui est terrible dans cette histoire, c'est qu'on a déjà aussi, on a déjà perdu. Les massacres, ils ont déjà eu lieu. Il y a des choses qui se sont passées. Et le fait de vouloir, ne serait-ce que nous interdire d'en parler, c'est un niveau de. Encore une fois, on a déjà pas grand-chose. Il nous reste déjà pas grand-chose. On a de l'espoir et on continuera à avoir de l'espoir et on continuera à lutter, tu vois. Mais là. Ça veut dire que le blocus, moi je suis sûr qu'il va être percé. Ça veut dire qu'il y a des navires qui vont pouvoir amener de l'aide humanitaire à Gaza. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça veut dire que, du coup, Israël va subir un échec cuisant parce qu'ils vont se faire ridiculiser par 3 voiliers, des bateaux de pêche et des sacs de riz. Rendez-vous compte à quel point ça va être du poulet. Mais pour que ça marche, parce que ça va marcher, mais pour que ça marche, il faut être mobilisé. La seule protection qu'a toujours eu la flottille, c'est la médiatisation. C'est le fait que tous les yeux sont dessus. C'est les centaines de milliers de personnes qui vont voir les lives pour voir où c'en est. C'est les relais médiatiques dans tous les sens. Et ça, les gens, c'est votre rôle. C'est votre rôle et c'est votre devoir. Vous devez médiatiser cette flottille. C'est le plus grand espoir du moment en termes d'antisionisme. C'est le plus grand espoir du moment en termes des sujets de Palestine. C'est le moment. Vous êtes fatigué, j'en ai rien à foutre, je suis désolé, mais vous vous levez, vous allez faire des trucs, vous allez médiatiser, vous en parlez, vous faites des projections, vous faites des conférences, j'en sais rien. Vous ne les laissez pas seuls, parce que l'État français ne les protégera pas. Ouais.
C'est notre rôle maintenant. Donc, on médiatise la flottie. On se mobilise contre cette loi qui est clairement liberticide, proto-fasciste. Si ça passe, imaginez si le pays passe à l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils vont s'autoriser comme loi? Imaginez 5 minutes. C'est une brèche ouverte pour le fascisme, pour criminaliser littéralement la pensée. Donc on se mobilise tout le monde. Cette vidéo et cette capsule que je vais essayer de sortir demain est un appel à la mobilisation. Mobilisez-vous, luttez. Il faut qu'on ait un rapport de force littéral avec l'État, rapport de force à la fois médiatique avec la flottille et dans les rues, tout le monde. On se mobilise, c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Si vous êtes, genre, ne serait-ce qu'un poil humaniste, si vous voulez vraiment lutter concrètement contre l'antisémitisme et l'islamophobie par la même occasion, mobilisez-vous en fait. Tout simplement, mobilisez-vous. Rejoignez les organisations, rejoignez Urgence Palestine, rejoignez les comités, faites des choses. C'est le moment ou jamais de se mobiliser, de rappeler que dans ce pays, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, de rappeler qui on est, et de surtout pouvoir continuer à dire et à hurler et à répéter, et on le répétera ad vitam aeternam, déjà siamo tutsi antifascisti, et Free Palestine, de la mer au Jourdain, d'accord? On ne lâchera jamais cette histoire. Jamais, jamais, jamais. Et on se voit l'an prochain à Jérusalem, libre. Donc on va couper la capsule ici. Si YouTube, tu trouves que c'est des trucs qui sont pertinents, qui sont intéressants, qui sont importants, n'hésite surtout pas à partager la vidéo. Pour celle-ci, c'est vraiment le plus important. Nous, on essaie de se mobiliser au maximum. Toi, Écharpe, t'as fait une nuit blanche pour préparer le sujet d'aujourd'hui. Moi, je vais couper le stream et je vais lancer le plot quasiment immédiatement. On essaie de faire au maximum pour essayer de faire en sorte que ça aille vite, qu'on puisse partager des informations. Nous, on a essayé d'être clair, on a essayé d'être factuel, on a essayé de montrer des choses. N'hésitez surtout pas à faire tourner, toute cette histoire. Là, je ne parle pas en mode meuf qui veut absolument, je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Là, moi, je fais ça vraiment genre, parce que là, faut qu'on se mobilise et c'est urgent. C'est urgent. Si cette loi, elle passe, on est dans la merde, tout le monde, collectivement, d'accord? Donc là, c'est un. Cette loi passe, c'est là qu'il y a dissous. Voilà. Cette loi passe, il y a des associations juives qui vont être dissoutes. Une loi qui prétend lutter contre l'antisémitisme. Quand même. Donc on se mobilise. D'accord? Allez signer la pétition aussi. Allez signer la pétition qui est disponible sur le site qui a été épinglé dans le truc et qui sera probablement en description de cette vidéo. Allez signer la pétition. Mobilisez-vous. Et si vous pouvez pas vous mobiliser parce que handicap, parce que je sais pas quoi, je connais ma communauté. Mobilisez les gens autour de vous. Je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas forcément entendu parler de cette histoire parce que, encore une fois, ça a été passé en soum soum. Les médias ne le couvrent pas suffisamment. Mobilisez-vous. Le rapport de force. Et on va se quitter là-dessus. Mobilisez-vous, Free Palestine.